c'est clairement ce qui me fait lever tous les matins, c'est ça, c'est le fait de savoir que mon action au quotidien va avoir un impact positif sur la planète, voilà. Même si on parle de l'industrie du meuble, et on parle pas d'autres industries qui polluent tout autant, ou parfois plus. On n'a jamais été aussi créatif que quand on avait plus d'argent en fait. C'est le moment où, dos au mur, on se met à réfléchir différemment. Et il y a un truc que j'avais envie de faire, c'était de créer une aventure avec des gens qui partagent cette aventure et qu'on puisse vraiment avoir un impact. C'est-à-dire, pour moi, c'était important de créer, mais c'était surtout important que ça change des choses en fait. T'as jamais hérité d'un meuble Ikea. Au pire, tu le revends sur le bon coin. Notre mission, c'est de changer le monde du meuble. En fait, une War Room chez nous, c'est on prend un Airbnb pendant une semaine, on s'enferme tous dedans et puis on prend un ou deux sujets et on le tape pendant une semaine, tous ensemble. Tous les pôles, on travaille tous ensemble. Et donc on a tous senti une osmose, un vrai sentiment d'équipe. Et je pense que ça, c'était vraiment le climax pour l'instant du bonheur chez Lilm. En tout cas, c'est pour moi ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir créé ça. Moi, j'ai envie de bosser avec des gens qui partagent mes valeurs, mais surtout avec qui je vais pouvoir me marrer, quoi. J'ai pas envie de me lever le matin et me dire que je vais bosser avec un con, surtout dans ma boîte. Embarcame immédiat à Genève avec Anthony Garcia. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 New York City, please proceed to the boarding gate B. Je m'appelle Charles Briet. Avec nos podcasts Embarquement immédiat, je parcours le monde à la rencontre des passionnés, entrepreneurs, écrivains, artistes ou sportifs qui ont décidé de donner du sens à leur vie. Avec chaque invité, nous évoquons leur parcours, leurs projets actuels et futurs, mais aussi leur processus créatif et leurs aspirations. On parle d'outils concrets, d'anecdotes, de parcours de vie, et nos invités partagent leurs apprentissages pour vous inspirer dans vos projets. Nos enregistrements se font dans les conditions du direct, le plus souvent au sein même des activités de nos invités, lors de rencontres qui, je l'espère, sont passionnantes. Je tenais à vous remercier, car notre podcast rencontre un vrai succès, et chaque semaine, nos éditeurs sont plus nombreux. Pour continuer à progresser et aller encore plus loin dans nos découvertes à travers le monde, je vais vous embêter 2 minutes. Si vous pouvez prendre un peu de votre temps pour mettre 5 étoiles et un commentaire, sur iTunes en particulier, et de partager auprès de votre entourage notre podcast Embarquement immédiat, ce serait super sympa. En tout cas, merci de votre confiance. Cette semaine, nous sommes partis à Genève, au bord du lac Léman, où je retrouve le cofondateur de Lilm, Anthony Garcia, qui a créé la première marketplace du meuble sur mesure. Nous parcourons avec lui la genèse du projet jusqu'à la première levée de fonds et la mise en place d'un projet éco-responsable de meubles sur mesure. Nous évoquons avec lui le marché du meuble en pleine mutation, la standardisation des intérieurs et la disparition de certaines chaînes d'ameublement face aux géants européens. Vous le verrez, cet épisode est passionnant. Anthony Garcia est une vraie machine d'organisation. On parle de culture d'entreprise, d'alignement des valeurs, de recrutement et de management, sujets qui me sont chers. On va comprendre comment Lilm digitalise le parcours d'achat du meuble grâce à ses innovations technologiques et au développement de circuits courts auprès d'artisans triés sur le volet, capables de créer des meubles durables et éco-responsables. Alors je vous invite en embarquement immédiat avec Anthony Garcia. On est aujourd'hui à Genève, dans un espace de coworking où on retrouve Anthony Garcia qui est le cofondateur de Lilm. La marketplace du meuble sur mesure. Il va nous expliquer quel est son concept et que je trouve très innovant et bien dans l'air du temps. Donc c'est avec une société qui est installée, qui est pas installée à Genève, qui est installée à côté. Il va nous expliquer à Annecy, c'est ça? Oui. Et bonjour Anthony. Bonjour Charles. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire qui tu es et ce que tu as fait avant d'avoir créé Lilm et puis quel est ton parcours Ok, très bien. Alors je suis un entrepreneur, jeune entrepreneur. J'ai monté une start-up qui s'appelle Lilm et qui facilite les commandes de meubles sur mesure en direct des ateliers, donc principalement des ateliers français. Aujourd'hui, j'ai un background un peu technique, donc j'ai commencé avec des études en informatique pour me rendre compte que c'était pas du tout ce qui me plaisait. J'étais pas très bon en algo par exemple, mais j'adorais la communication. Et donc je me suis petit à petit dirigé vers la communication et le marketing. T'as fait quoi comme première étude en informatique? Donc c'était un BTS en informatique, D'accord. développement d'applications. Et t'as pas trouvé
ton bonheur dans le développement d'applications. T'as pas développé l'application en tout cas. J'ai pas mal développé en fait, et c'était très cool d'avoir ces compétences techniques, de comprendre comment gérer la construction d'un site web, développer des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc ça je l'ai fait, mais c'était pas du tout quelque chose que je voulais faire au quotidien. Ça m'excitait pas vraiment. Par contre, tout l'aspect communication digitale, c'était en 2007 on va dire. Quand tu parles communication digitale, t'entends quoi? J'entends tout ce qui est mettre en place des campagnes de SEO, de référencement sur des sites, mais aussi de la publicité sur Internet. Donc voilà, tout ce qui est écriture même pour un site web. Et ensuite toute la partie UX, donc comment créer la meilleure expérience pour un site. Ok, tu as fait le lien entre la partie tech un peu informatique et la partie... Lors de l'entrée sur le marché du travail, j'avais quand même une compétence technique que je pouvais valoriser. Et donc d'ailleurs, j'ai commencé en tant que développeur. J'ai commencé en tant que développeur, ça a duré 3 mois, et puis en fait je suis très vite parti sur de l'UX et de la gestion de projet. Et donc c'était vraiment mon premier métier. Ensuite, je suis passé en agence. Donc là, tu travailles dans quelle start-up? C'est une start-up connue ou c'était des petites startups? C'est une start-up à Grenoble qui a malheureusement fermé. D'accord. Mais qui a eu 6-7 années de vie quand même. Voilà, c'est là à peu près la durée de vie d'une start-up avant qu'elle devienne une PME ou qu'elle ferme. Donc elle ferme, ouais. Bon, certaines ne dépassent pas 2 ans. Ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup même. C'est vrai. Il y en a beaucoup. C'était sur le CES de Las Vegas où il disait que 70% je crois des exposants français de l'année d'avant n'existaient plus. Ouais, je crois que ça s'est accéléré quand j'ai commencé, c'était il y a on va dire une dizaine d'années. Je crois que ça s'est accéléré, le nombre d'ouvertures et de fermetures, puis le cycle. Donc après tu es passé en agence de com, c'est ça? Ouais, agence de communication digitale. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler pour des très grands comptes, donc notamment pour l'UEFA. Ok. Ensuite, donc ça t'a amené. T'es resté combien de temps cette agence de com? Je suis resté 3 ans à Bruxelles, et ensuite je suis passé à Genève pendant 3 années supplémentaires. Et là, en fait, à Genève, c'est là où j'ai bossé plus sur à la fois du digital, mais à la fois du branding aussi. Donc ce qui est un peu le grand écart inverse, c'est-à-dire que je suis passé du digital au branding. C'était généralement un peu l'inverse que les autres pros dans le domaine de la com pouvaient faire. Je m'éclate, je travaille sur des super gros projets. C'est un moment où en plus on gagne plutôt bien sa vie à Genève. Je me retrouve avec le cap de la trentaine où j'ai une perte de sens dans mon travail. J'ai plus forcément envie de faire ce que je fais, et j'avais surtout envie de lancer quelque chose moi-même, donc me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, t'en avais envie depuis longtemps ou c'est venu petit à petit? J'ai toujours baigné dans l'entrepreneuriat. Mes parents avaient commerce, mon père a son entreprise dans le bâtiment, donc ça n'a rien à voir avec le digital, mais j'ai toujours baigné dans dans cet esprit en tout cas d'entreprendre. Quand j'étais au collège, je vendais les CD gravés. Ça c'était une période qui était aussi assez marrante, mais je les vendais en 4e, 3e pour 15, 20, 50 francs. Donc première expérience de vente et de création de petits business dans la cour d'école, quoi. Ouais, c'est ça, au collège, okay. On va dire. Bon, très bien. Et donc cette idée-là, tu te posais des questions sur, sur le sens de ta vie et ce que tu voulais en faire en tout cas. Et l'entrepreneuriat commençait à te titiller un petit peu. J'avais déjà quelques idées de concepts qui me trottaient en tête depuis un petit moment. Ça tournait autour du e-commerce. Et puis j'ai eu un besoin personnel. J'étais célibataire, je menais une vie de célibataire avec beaucoup de voyages à l'étranger, donc j'étais pas souvent chez moi, et je me retrouve avec une fille qui débarque à la maison et qui me fait comprendre qu'il faut ranger un petit peu tout le célibataire endurci. Voilà, c'est ça, il fallait des meubles en tout cas pour ranger, et là impossible de trouver un meuble sur mesure avec le style que je voulais, avec les matériaux que je voulais. Donc après 2-3 appartements témoins Ikea, on a passé un certain niveau de vie, et on veut de la qualité. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir qu'il y avait très peu d'offres sur le marché, et je suis allé pousser la porte des ateliers pour discuter avec eux et pour voir comment eux gèrent la promotion, gèrent le marketing, vendent leurs services concrètement en fait. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait absolument rien qui était fait pour eux, il n'y avait aucune plateforme, et toutes les plateformes étaient plus liées au handmade. Donc on avait des plateformes comme Etsy à l'époque qui étaient déjà bien présentes, ou A Little Market. On n'avait rien vraiment pour les artisans, pour les professionnels. Et donc on a créé la première plateforme pour les artisans dédiée aux meubles sur mesure.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui existe ? Il existe des plateformes qui regroupent un certain nombre d'artisans aujourd'hui, mais c'est plus pratiquement des annuaires, monartisan.com ou je sais pas, il y a des choses comme ça, je suppose. Oui, on a aujourd'hui on va dire trois catégories de sites. On a les sites qui sont typologie annuaire, on a les sites qui sont très liés au devis, donc c'est du 1, 2, 3 devis, travaux.com. Et là, on est vraiment sur le second œuvre et ça touche aussi la partie agencement, aménagement, ameublement. Et nous, en fait, la différence, c'est que il y a une autre typologie de plateforme, c'est les e-commerce. Donc, je vends des produits d'artisans, je les vends pour eux. Nous, le concept qui a mûri, en fait, c'est on va chercher la demande côté client. On leur propose un configurateur pour bien capter la demande. On fait un cahier des charges et ensuite on envoie le cahier des charges à l'artisan. Donc l'artisan, il n'a plus qu'à estimer et ensuite produire s'il y a un achat. Oui, on est en quelle année quand tu as créé LIM ? Donc j'ai cofondé l'ILM en 2017. 2017, ouais. Avec mon associé Michael Gros. Donc là, ça fait 2 ans ? On est à 3 ans, ouais. 3 ans. Donc tu as démarré sur cette idée-là de départ, en tout cas, de te dire, il n'y a pas d'artisan, il n'y a pas de marketplace en fait qui regroupe tous les artisans. Et qu'est-ce qu'on peut proposer sur du mobilier ? Tu étais déjà sur du mobilier en bois, tu étais déjà sur des choses comme ça, tu étais sur du sur-mesure déjà, ou te dire on va peut-être faire un site internet d'abord C'est exactement ça. On a même commencé plus large, c'est-à-dire qu'on avait des accessoires, on avait même du bijou en fait d'artisans. Donc on avait des créatrices de bijoux. Et en fait on s'est dit on va lancer un site avec du meuble sur mesure, du bijou sur mesure, et on va voir des accessoires, de la maroquinerie, toujours avec des artisans français, toujours avec un positionnement haut de gamme, et on va voir ce qui prend le plus. Et au bout de 6 mois, on a coupé le bijou et on s'est recentré très fort sur le meuble sur mesure quand on a eu une première commande qui est venue de New York avec une marque de cosmétiques qui se lançait en France, en tout cas qui faisait son lancement européen en France, chez Colette à Paris. Et donc, ils cherchaient pour donc un jour un meuble très spécifique, déjà designé. Ils n'avaient pas trouvé, donc ils sont venus vers nous. Et donc, c'est là en fait on a compris que le B2B était un axe assez fort. Et on a poussé sur cet axe jusqu'à faire 70% de notre chiffre en B2B. Et aujourd'hui, vous êtes quoi ? Vous êtes B2B, B2C ? On est principalement B2B et on a des particuliers qui viennent sur le site et donc on les traite c'est quoi, comme B2B des clients. à 70%? C'est ça, ouais. C'est ça à peu près, quoi. Ouais. Et quand tu parles du B2B, c'est quoi ? Ça peut être des hôtels, des magasins, c'est ça, exactement. La première cible, c'est les architectes décorateurs d'intérieur. Et ensuite, c'est les hôtels, restaurants et aussi les bureaux qui ont des besoins d'ameublement très spécifiques. Et donc là, on est capable de répondre avec de la petite série, avec souvent en fait on a des contraintes d'espace et acheter du Ikea, non seulement c'est pas solide, mais ça rentre pas dans l'espace dédié. Donc là en fait nous on a des espaces de coworking notamment, mais aussi des startups qui sont venus nous voir pour des bureaux avec de la connectique embarquée, des choses comme ça. Comment tu fais le recrutement des artisans ? Combien vous avez d'artisans aujourd'hui sur la marketplace ? Aujourd'hui, on a un réseau de 1500 artisans. Ouais. On a une acquisition qui est à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'on va aller chercher spécifiquement. On sait tous les critères en fait qui font qu'un artisan va être performant chez l'ILM. Et c'est quoi ces critères-là ? C'est la difficulté toujours d'avoir un bon artisan, de travailler avec un bon artisan, c'est qu'il puisse travailler vite, qu'il puisse travailler en qualité. Alors vite, c'est un... vite ou rapidement. En tout cas, répondre vite. Oui, nous, on s'attache à la réponse et au cycle de vente qui est super court. Ensuite, on explique aussi à nos clients qu'on est sur de l'artisanat et donc il y a des délais. Oui, votre engagement, c'est sur le cycle de vente. C'est pas sur la livraison du meuble. On laisse ensuite l'artisan gérer avec le client directement. Ouais. Mais disons on facilite le cycle de vente. On va de l'apport d'affaires jusqu'au paiement en fait du client. Donc on garantit que le paiement est sécurisé sur notre plateforme. Ça c'est quelque chose qu'on va lancer prochainement, qui était déjà en place et qu'on est en train de retravailler sur la plateforme. Et concrètement, on recrute les artisans à la fois en direct, en allant sur des salons, en allant sur LinkedIn aussi principalement en ce moment. Et on a maintenant un effet de bouche à oreille qui fait qu'on a des artisans qui viennent de plus en plus nous voir. Et sur le modèle, à la fois un SaaS et une marketplace, donc ça s'appelle SaaS Enabled Marketplace. Et l'idée, c'est que les artisans s'abonnent à la plateforme pour recevoir des projets. Et ensuite, il y a une petite commission qui est prise en fonction de... Aujourd'hui, c'est vous qui vendez
C'est-à-dire que le client, il paye sur votre site ou pas encore? Alors, on a eu les deux modèles qui ont fonctionné. On a, d'un point de vue, on va dire là sur la partie plutôt entrepreneuriat, on s'est à un moment posé la question si on devait prendre tous les paiements. C'était trop compliqué pour nous par rapport à la taille de l'équipe, par rapport à la maturité de notre produit. La techno n'était pas là concrètement et donc ça nous demandait énormément d'énergie. Donc pendant un moment, on l'a fait. Aujourd'hui, on laisse les artisans prendre le paiement en direct. Et dans quelques semaines, on va lancer le paiement avec tout un tas de fonctionnalités qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché pour les artisans, c'est-à-dire prendre le premier acompte directement. Voilà. Faire du paiement 4 fois peut-être. Faire du paiement, exactement, faire du paiement plusieurs fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des artisans qui reçoivent un chèque qui vient par la poste, où ils attendent un virement. Donc, c'est toujours très compliqué pour un client d'envoyer un virement à un artisan qu'on ne connaît pas, qui est à l'autre bout de la France, et qui va réaliser un meuble pour lequel on lui a envoyé un petit cahier des charges qui a été validé. Voilà. Donc c'est vraiment toute cette partie avant-vente et vente qu'on gère pour les artisans. Donc il y a une partie technologique sur votre site, puisqu'on peut faire les configurations sur mesure directement. La configuration, elle se fait sur le site et après, elle est envoyée à l'artisan directement, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a un formulaire qui simplifie finalement la demande. Et avant d'envoyer la demande à l'artisan, on a un système de matching intelligent qui permet, comme sur des plateformes qu'on connaît très bien, comme Shaper, Tinder, où il y a un système de matching. Là où on va aller beaucoup plus loin ces prochaines semaines, c'est d'aller aussi sur la géolocalisation. C'est pour ça qu'on développe à fond les circuits courts. On va essayer de trouver l'artisan le plus proche de chez toi pour te réaliser ce projet-là et te l'installer chez toi. Comment vous faites pour éviter qu'un client qui recevrait un devis s'adresse après directement à l'artisan? Alors, c'est un risque qui... C'est un risque. Aujourd'hui, on peut bypasser toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, toutes les marketplaces, on peut les bypasser. Ouais. Airbnb, tu peux passer en direct une fois que tu as loué l'appartement une première fois. Blablacar, tu peux bypasser une fois que... Mais finalement... Ces plateformes, elles ont réussi à mettre une couche de service et de rassurance qui fait que c'est beaucoup plus simple en fait de passer par la plateforme. Tu t'en fous de payer 5% de commission sur un trajet à 50 € ou sur une location à 500 € parce qu'en fait, la plateforme va te garantir une sécurité. Et nous, c'est ce qu'on essaye d'apporter. Et c'est vraiment cette couche de service. Un service derrière. Si on est sur Airbnb, il y a une garantie, c'est un service. C'est ça, exactement. Si tu as besoin de changer tes dates, si tu as besoin de faire un certain nombre de choses, ils garantissent un service. Et là, quels sont justement votre panel de services que vous allez pouvoir proposer? On a déjà mis en place un service qui est pour nous indispensable et qui est inhérent à nos valeurs. C'est un service client qui peut faire de la médiation s'il y a un conflit. Là, c'est déjà arrivé qu'une table arrive cassée. Et donc ça, c'est le genre de problème qu'on gère directement. Souvent, quand on a ce problème-là avec des grands e-commerçants, c'est très compliqué parce que personne veut prendre la responsabilité. Et donc là, nous, en fait, on a mis en place un contrat cadre avec AXA, les assurances, pour assurer notamment tout le parcours en fait de l'atelier. S'il y a une casse dans l'atelier ou s'il y a une casse en route, on a vraiment une assurance qui couvre toute la chaîne. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper rassurant pour les clients. Enfin voilà, on a un interlocuteur en cas de conflit, quoi. On n'a pas une boîte vide. Si l'artisan ne répond pas, nous, on a un moyen de pression sur l'artisan, parce qu'on est apporteur d'affaires. Est-ce que vous avez un système de notation des artisans? Que vous avez ce système-là où le particulier va pouvoir noter l'artisan et ça vous permet d'avoir un scoring par artisan? Alors, pas encore, mais c'est quelque chose qu'on a en interne. Ouais. En interne, on a 3 critères principaux. La qualité des produits, la qualité des réalisations, communication et la réactivité. Parce que pour nous, en fait, on peut avoir un atelier qui communique très très bien. Voilà, on le trouve très sympathique, tout ce qu'il fait c'est très bien, mais par contre il n'est pas du tout réactif. Et ça c'est un problème pour nous parce que une de nos promesses c'est quand même d'accélérer le cycle de vente. Et donc si on se retrouve avec des artisans qui mettent du temps à répondre, ça nous pose un problème. On peut avoir un artisan qui répond très vite et qui a des délais qui sont longs, et ça on l'accepte et on l'annonce. Mais voilà, on a ces 3 critères qui sont hyper importants. Et on a d'autres critères qu'on est en train d'ajouter avec toute l'intelligence qu'on rajoute sur l'outil, qui sont les taux de réponse, les temps de réponse, pour voir en fait quels sont les artisans qui sont les plus actifs. Comment tu vois les choses dans ce marché du meuble qui évolue beaucoup en ce moment? Ouais. On en parlait tout à l'heure avec une certaine standardisation quand même. Ikea a poussé à la standardisation, où on retrouve les mêmes intérieurs un peu partout. Les émissions de décoration à la télé sont aussi les mêmes intérieurs partout. Il y a aussi des chaînes qui n'existent plus aujourd'hui, qui n'ont pas pris le virage Internet, ça c'est important. Qu'est-ce que tu penses de ce marché qui évolue? Ikea qui était sur des très grandes surfaces sont en train de faire des tests aujourd'hui sur des surfaces beaucoup plus petites en ville. Alors on a un marché du meuble en Europe qui pèse 130 milliards.
C'est énorme. Et c'est principalement trusté par les grands groupes industriels. Donc principalement Ikea. Et on a un marché du sur-mesure qui est beaucoup plus petit et qui est en pleine évolution. Donc nous, en fait, on est à la fois sur le marché du meuble professionnel, qui pèse 13 milliards en Europe, le marché du sur-mesure, qui est difficile à identifier, et le marché aussi des artisans. Le marché du meuble aujourd'hui, c'est principalement un marché industriel, et c'est exactement ce qu'on veut changer. Et c'est vraiment la vocation de l'ILM, c'est d'apporter en fait les circuits courts dans un marché aujourd'hui qui n'est pas du tout digitalisé. On a vu des exemples, voilà, j'ai cité Blablacar, j'ai cité Airbnb. Évidemment, c'est des très grosses plateformes, des licornes. C'est exactement, en fait, l'enjeu de l'ILM, c'est de révolutionner le marché du meuble et de complètement changer la donne en partant vraiment des petits ateliers, des petits producteurs, et pas d'un seul grand producteur centralisé qui défonce les forêts en Roumanie ou en Asie, qui ne respectent pas tout un tas de règles sociales. Donc ça c'est quelque chose qui est assez ancré dans nos valeurs, c'est-à-dire on veut des meubles durables, c'est-à-dire des meubles qui sont faits de manière éthique, avec du bois français, avec du bois qui est issu de forêts gérées durablement. Et on veut aussi que le meuble ait une seconde vie, c'est-à-dire que t'as jamais hérité d'un meuble Ikea. Au pire, tu le revends sur le bon coin. Mais t'as jamais hérité, ta grand-mère ne t'a pas légué sa table. Et pourtant, en fait, on pourrait rentrer dans ce truc-là, de dire que notre meuble, quand on achète une table à 3 000 euros, à 2 000, 3 000 euros, elle va pouvoir avoir une seconde vie. Soit on va la revendre, soit on va pouvoir retravailler le bois. Ce qui n'est pas le cas avec le meuble industriel. Donc là, vous êtes en concurrence directe alors vos concurrents, c'est entre les meubles haut de gamme, un peu, les chaînes haut de gamme peut-être, du Roche-Beaubois, des choses comme ça, et des acteurs qui sont que sur Internet aujourd'hui, comme des MED ou... Quand on a lancé la plateforme LILM, on était en fin de parcours pour le client, c'est-à-dire qu'il avait déjà écumé tous les sites Internet et les magasins, et il n'a pas trouvé son produit, et donc il arrive sur notre site. Oui, c'était pas une recherche, j'ai une recherche et je vais sur votre site, c'était je trouve pas et trouvez-moi la solution. Ouais. C'est ça, c'est je trouve pas, et donc du coup je vais sur Google et je tape table en bois sur mesure, et donc là en fait notre site apparaît, et là l'utilisateur on le capte parce qu'il a un besoin très précis. On a capté le marché du sur mesure au début comme ça, et puis ensuite on est allé vraiment concurrencer effectivement des Roche-Beaubois, quand il y a des clients qui viennent avec une photo d'une table Roche-Beaubois mais qui disent voilà je la veux en 3 mètres, chez Roche-Beaubois ils la font pas, nous on la veut comme ça. Donc on a eu ce cas-là, mais de plus en plus on a des professionnels notamment qui viennent chercher une esthétique particulière en fait, avec des architectes qui dessinent certains modèles par exemple. Alors tu parlais tout à l'heure de votre éco-responsabilité, et je pense que c'est important de pouvoir y revenir. Comment vous tracez ça ? On fait attention aujourd'hui, vous êtes sur du bois, vous êtes sur du marbre, vous êtes sur des produits plutôt nobles, des produits issus de la nature. Comment vous tracez parce que tu me dis que c'est du bois français, mais comme on a recours à des artisans, est-ce que vous êtes certain vraiment du circuit, et comment vous pouvez contrôler ça ? Alors, on a déjà en fait une sélection en amont d'artisans qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc on a des artisans qui décrivent très clairement en fait l'origine du bois et qui associent à ça un certificat pour dire voilà, ça c'est tel bois, il vient de telle scierie, qui vient de telle forêt, etc. Donc ça c'est une chose, certains le font. Il y a des normes qui existent aussi, le label PEFC notamment. Donc certains utilisent du bois uniquement PEFC, et certains utilisent aussi des matériaux, plutôt des huiles ou des vernis qui sont bio. Il y en a qui utilisent notamment la cire d'abeille en disant voilà, je n'utilise que des produits bio pour la finition. Nous on s'appuie sur les artisans qui font ça. Maintenant on a aussi une volonté de ne pas aller chercher les artisans qui font fabriquer à l'autre bout du monde. Notre concept c'est quand même d'aller fabriquer localement. Donc on s'assure que la fabrication n'est pas externalisée en Chine ou en Asie par exemple. Sur la partie... alors, l'ILM aujourd'hui, c'est combien de personnes, et tu as commencé tout seul ? Alors, j'ai commencé tout seul dans mon salon, effectivement. Je suis très vite allé chercher Mickaël, mon associé, qui lui était en poste et qui avait la responsabilité du pôle digital chez allopneu.com. Donc, voilà, c'est un expert en acquisition. Et c'était une compétence qui me manquait. Donc, moi, je suis allé très vite j'ai très vite compris que je pouvais pas le faire tout seul, ce projet. Et on avait déjà essayé de lancer un projet en sortant du BTS quand on était en licence. D'accord. Sur Grenoble. Un retour. Donc c'était la seule personne en fait, c'est la seule personne à qui j'ai envoyé le business plan. Et il m'a dit oui. J'ai eu de la chance. Je l'ai invité à Annecy, passer une semaine, donc il est venu en famille. Et on s'est tous les deux très vite mis d'accord sur certains grands principes, que ce soit
la charge de travail, la sortie. Si par exemple on devait faire une exit et qu'on devait comment on voulait gérer ça. Donc, quand tu dis ces grands principes, donc la charge de travail, c'est quoi par exemple ? 100%. C'est de dire qu'on peut pas être sur un projet comme ça à 80% ou on peut pas être à mi-temps. C'est soit on est 100%, soit on n'est pas dans le projet. Donc ça c'était une condition et ça on était clair là-dessus, on était tout à fait d'accord l'un comme l'autre. Après la partie exit, bon ça me paraît normal et de se dire voilà on se marie aujourd'hui mais si on divorce demain, il faut mieux tout prévoir. C'est ça. Ouais. On a fait très vite un pacte d'actionnaires, notamment parce qu'on avait vu pas mal de startups péricliter à cause de problèmes de fondateurs. Et donc, on a pris tous les problèmes classiques des fondateurs et on les a tous tapés pendant une semaine en voyant ce qu'on voulait faire. Et puis, on a aussi commencé à bosser ensemble, c'est-à-dire qu'on a mis en place une campagne pour les artisans. On a scrappé une base, on a tapé 1000 emails et puis on a vu comment ça réagissait. On a eu un très très bon score pour cette campagne et des très bons retours qui ont facilité. Là, vous n'aviez pas encore l'outil, vous n'avez pas encore rien. Ouais. C'est l'idée, quoi. C'est une étude de marché. On avait l'outil qui était en cours de développement, mais on n'avait rien qui était sorti. Ouais. On était dans le recrutement des ateliers avec un PDF. Et à ce moment-là, en fait, comme mon associé arrive, on commence avec des stagiaires qui viennent nous aider. Et puis ensuite, il y a eu la phase d'accélération avec la levée de fonds. Et là, maintenant, aujourd'hui, on est 10. 10 personnes. Et vous avez fait une levée de combien ? 1 million d'euros. 1 million d'euros, d'accord. Il y a 6 mois, ça ? Ouais, on est à peu près, on a finalisé en octobre. D'accord. De cette levée de fonds, qui a été assez longue, je crois. La levée de fonds, elle a été... On est, on va dire, dans la fourchette haute des moyennes, de la moyenne d'une start-up pour lever, c'est-à-dire qu'il faut pour la première, entre 9 et 12 mois, on était donc sur les 12 mois. C'est une épreuve à laquelle on n'est pas prêt. Et même si on veut se préparer, on n'est pas prêt. C'est un peu comme avoir un enfant. On croit qu'on est prêt, mais finalement, il y a plein de choses. T'as des enfants ? Oui, j'ai une fille. Ah, ça va. Et ce qui était important, c'était de connaître les règles du jeu. Au fur et à mesure, on les découvre finalement. Et nous, on a voulu aussi sortir du bassin annécien et aller se confronter à des investisseurs qui étaient sur Paris, Luxembourg, Bruxelles, justement pour pas rester cloîtré dans un univers qui est pas encore très développé sur Annecy. On a un cadre de vie qui est magnifique, élu meilleure ville où il fait bon vivre en France, mais par contre, l'écosystème digital est assez pauvre. Donc on a voulu très vite sortir de là pour aller chercher des investisseurs qui pouvaient nous amener à la seconde étape. D'accord. Donc vous êtes rapproché de Station F, c'est ça ? Alors on a notamment pas tout de suite, si. On a notamment été à Station F pour un gros événement qui nous a permis de rencontrer les 10 plus gros VC de la place, ce qui était une expérience très intéressante. Et à ce moment-là, on a... C'est quoi ? C'est des événements qu'ils font ? C'est du pitch ? Vous faites un pitch Ouais, on avait une heure. Ça, en gros. Ouais. 1 heure par VC pendant toute une journée. Donc... on a vu notamment Kima Ventures, le fonds de Xavier Niel. On a vu des fonds comme ça qui sont assez connus et reconnus sur la place et qui ont une approche qui est ultra directe. Donc on se prend des feedbacks. Et alors, des ça a été quoi les feedbacks ? On était plutôt bien préparé pour cet événement, donc on avait un niveau on avait un bon storytelling. Le site existait, ça fonctionnait déjà. On avait déjà des clients, on avait déjà fait le chiffre d'affaires, etc. Ce qui était intéressant, c'était de voir que on n'était pas sexy avec notre discours, mais qu'ils arrivaient à sentir quelque chose. Et donc, en fonction des rendez-vous qu'on a eus, on a à la fin débriefé avec mon associé. On s'est dit, OK, je pense qu'en fait, là, il y a une direction qu'il faut prendre et qu'on n'a pas prise. Et c'est vraiment... notre storytelling était amélioré, quoi. On était très près, mais ils nous ont mis sur des pistes. C'était quoi la direction ? Clairement, c'était le SaaS, en fait. On n'était pas SaaS à cette époque-là. Quand tu dis qu'on n'était pas SaaS, c'est-à-dire qu'on avait... on était une marketplace très simple. Et très vite, on s'est orienté vers l'abonnement auprès des artisans. Parce que finalement, c'était eux qui avaient le plus de valeur dans notre service. Et il y a eu une période charnière sur 3 mois où on a eu Station F, des problèmes de trésor, et on a eu un contact hyper intéressant dans un groupe de meubles qui nous a contactés et qui nous a fait venir à l'autre bout de la France pour discuter d'un partenariat. Donc on a eu ces 3 éléments qui se sont rejoints et puis qui nous ont fait prendre cette décision de se dire ok, c'est l'abonnement qui va nous permettre de régler notre problème de trésor à court terme, mais aussi finalement d'aller proposer une expérience qui soit encore plus intéressante pour les ateliers. C'est cette version SaaS. Et d'engager les ateliers aussi. Et d'engager les ateliers, exactement. Ouais. On n'aurait pas eu cette idée si on n'avait pas eu le problème d'argent. On n'aurait pas eu cette idée si on n'avait pas confronté notre discours qui était encore un peu marketplace avec les meilleurs VC parisiens. Et ça nous a fait un bien fou. Ouais. Mais c'est hyper dur parce qu'on est sans cesse en train d'apprendre, donc de construire et déconstruire. On doit oublier ce qu'on a fait il y a 1 mois et avancer avec des nouvelles idées, changer le deck, changer
les chiffres. Test and learn Exactement. en permanence. Nous, c'est tout le temps ça, mais pendant une levée de fonds, c'est x10. Et ce qui est violent, c'est qu'on n'a pas. On doit prendre des décisions très rapidement et on a des retours qui sont très tranchés. Et on a parfois des retours qui sont hyper cool. Et donc, on dit, OK, c'est sur cette voie qu'il faut avancer. Et quand on va plus loin, en fait, la personne ne se positionne pas sur un investissement. Donc, on a aller chercher les retours qui étaient un peu tranchants et en tirer quelque chose. Parce que, ouais, on est allé notamment. Donc, Station F, avec cet événement, c'était quelque chose qui était assez marquant, mais on a eu aussi on a passé 2 tours chez un VC au Luxembourg, qui est vraiment un des top VC sur la place européenne. Et, tu peux le citer ou pas? Ouais, oui. Expon. D'accord. Expon, qui sont vraiment très pros et qui nous ont fait des retours. On ne s'attendait pas à ce qu'un VC qui, par définition, est vraiment débordé, voit des centaines de startups, on ne s'attendait pas à avoir un retour constructif, en tout cas écrit. Et donc ça, c'était super intéressant, ça nous a permis de changer pas mal de choses. Comment tu as vécu ça, les retours un peu incisifs quand on se bat pour sa boîte et qu'on va la défendre je sais que tu as eu des retours un peu difficiles des fois. Comment on vit ça quand on rentre chez soi après? Moi, j'ai fait de la boxe. Oui. Et quand on fait de la boxe, on doit savoir prendre des coups et on doit savoir les éviter pour les redonner. Et il y a un peu ce jeu-là en fait. On monte dans le ring, il y a un sparring partner qui est là. Il n'est pas là juste pour prendre des coups, il va rendre. Et donc je pense qu'on était prêt à se remettre en question très vite. Donc on l'a pas mal vécu, mais ça a été vraiment, ce qui était vraiment compliqué, c'était le rythme en fait, plus que les retours négatifs. Mais c'était le rythme de multiplier les rendez-vous, se prendre des portes, rectifier le tir. C'était quoi les premiers retours qu'on vous a fait? Le marché est trop petit, vous êtes trop jeune, votre techno est pas assez mûr. Donc on a eu des retours comme ça, évidemment, on était prêt à... Bon, ça fait se poser les bonnes questions. Ça, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs changé notre façon d'adresser le marché. Et certains retours ont été... c'était des retours négatifs, mais qui étaient très gratuits, c'est-à-dire qu'on sentait que la personne en face n'avait pas forcément bien préparé aussi. Et donc, il y a des investisseurs qui sont plutôt du type business angel, je ne parle pas des VC, mais on a des business angels qui sont parfois câblés sur certains domaines et qui investissent que dans ces domaines-là. Et donc, quand on va les voir et qu'on n'est pas vraiment... ils n'ont pas l'habitude d'investir dans une marketplace, du coup, ils n'ont pas les réflexes en fait, pour détecter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et on a du mal à les exciter réellement sur notre business. Donc, la chance qu'on avait, c'est qu'on rentrait vraiment dans la catégorie coup de cœur pour certains investisseurs parce que on était un projet qui était sur un marché pas du tout trusté par d'autres startups. Donc la décoration et l'ameublement. Vous avez un board de combien de personnes aujourd'hui? 5 personnes. Aujourd'hui, on a... Qui vous aident? C'est des gens qui vous aident sur ce métier-là? Ou ils regardent de loin? Ou ils sont vraiment présents dans les prises de décision? Ils sont présents quand on leur demande. Donc ça, c'est intéressant parce que ils sont pas intrusif. Aujourd'hui, Donc du coup, qui a investi? On a un fonds d'investissement d'une banque, le fonds d'investissement du Crédit Agricole. On a un family office au Luxembourg et un grand groupe de promotion immobilier sur le bassin annécien. C'est 3 acteurs qui sont... En fait, tu es revenu... Tu t'es dit on va aller voir la France parce qu'il faut sortir d'Annecy un petit peu et au final c'est les locaux qui ont plus investi. Disons qu'on on est aussi allé chercher à Bruxelles des investisseurs privés. Donc là je t'ai parlé des 3 gros investisseurs, mais on a aussi un investisseur privé qui est à Bruxelles. On allait plutôt chercher des compétences. On allait chercher une compétence plutôt CFO qu'on n'avait pas. On est allé chercher l'apport business avec le grand groupe de promotion qui a des programmes en fait de luxe en station et qui ont des besoins d'agencement constants. Et on est allé chercher chez le Family Office la techno. Ils développent un outil 3D de texturing et de rendering pour le meuble. Donc ils ont on balance une 3D très simple. Tu m'expliques? Voilà, l'explication c'est très simple. On balance une 3D très simple et eux en fait te créent un univers avec un niveau de 3D qui est juste hallucinant où tu peux rentrer dans la matière, etc. Et ça te crée un packshot produit avec les angles de ton meuble et des univers que tu peux choisir, etc. Donc, là, vous l'avez pas encore le 3D aujourd'hui sur le site? Non. L'idée de se rapprocher en fait du Family Office, c'était aussi d'aller chercher une techno qu'on n'avait pas et qui est coûteuse dans le projet. En termes de développement, c'est clair. Comment sont faites les prises de décision chez vous? On s'appelle avec mon associé et on se laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir. En tout cas, on se laisse pas beaucoup de temps pour prendre la décision. C'est-à-dire qu'on les prend assez rapidement. Il y a finalement assez peu de décisions où on se dit ok, il faut dormir dessus, on en reparle. Généralement, ça glisse. Donc on prend les décisions assez rapidement et on les prend tout le temps à 2. Ça a pris du temps, je crois. Une levée de fonds, ça prend du temps. Ouais.
à des moments où c'est difficile, parce qu'il y a des moments où on a souvent des problèmes de trésorerie. Parce que c'est des moments où justement il y a besoin de fonds. Oui. Ça ralentit aussi le business, en tout cas les développements, je ne sais pas. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Ça a eu un impact qui était en même temps pendant ce changement de modèle. Donc l'impact, on va dire, il a été atténué parce qu'on était en train aussi de mettre en place ce modèle de SaaS qui a finalement très bien marché par la suite. Et donc à la fin de la levée de fonds, on avait le SaaS qui commençait à performer. Et donc on arrivait à être beaucoup plus sexy pour les investisseurs. Et donc on a eu un parcours comme ça où les 6 premiers mois ont été très très compliqués et les 3 derniers mois, en fait on va dire de 6 à 9 mois, c'est là où on a fait le closing et puis ensuite on est plus dans la documentation. Mais on a eu vraiment cette période où on est passé de pas du tout sexy à hyper sexy, quoi. On avait vraiment trouvé le modèle, on avait les chiffres qui commençaient à exploser au niveau du nombre de devis. On avait notre SEO qui commençait à prendre, donc le référencement naturel qui commençait naturellement à prendre parce qu'on avait travaillé 6 mois auparavant sur tout ce qui était référencement. Donc on avait pas mal de choses qui sont venues et en même temps en fait des facteurs positifs qui ont permis de closer la levée. Le taux de transformation de devis en réalisation, vous le connaissez? Oui, on le connaît. Vous le publiez pas? Non, pas encore. Non. Mais ils sont très secrets chez Lean. On n'a pas les chiffres d'affaires. C'est bien. Pas encore. Ok, ça c'est des critères qui sont importants. Enfin pour vous, c'est des critères. Ouais, c'est le nombre de devis et le nombre de transfos. Et le nombre de transfos même par artisan. Aujourd'hui, on a. Tout à l'heure, on parlait de la partie techno et on a une techno qui était un proof of concept, quelque chose qui nous a permis de tester le marché très rapidement. Et ce proof of concept, il était on avait une 30aine de demandes par mois. Et puis très vite, on est passé à 300 demandes par mois. Et là, on commençait à atteindre les limites techniques en fait, de ce proof of concept. Et puis, ça, c'est quelque chose en tout cas sur lequel on peut communiquer. C'est le nombre de demandes. Voilà, on a à peu près entre 300 et 400 demandes de devis qui arrivent chaque mois sur la plateforme. Sachant qu'on est dans un parcours qui est quand même assez long. Donc, il y a une déperdition quand tu fais ta demande. C'est un projet qui est généralement validé, sérieux et avec un budget associé. Comment vous managez? Comment tu manages? Alors c'est très simple, on a 3 pôles. Moi je suis responsable du pôle produit avec un CTO qui est vraiment sur la partie technique et moi sur la partie expérience. On a donc des développeurs dans ce pôle-là. On a le pôle sales que je dirige conjointement avec mon associé et puis la partie marketing qui est gérée par mon associé. Donc aujourd'hui on donne beaucoup de responsabilités et on donne beaucoup d'autonomie aux gens et quand on recrute aussi en fonction de leur capacité à être autonome. L'idée c'est quand on les forme, notamment sur la partie marketing, on est sur un management de coaching, donc ils viennent nous voir s'il y a un problème. On met des temps pour les plannings par exemple. On a un stand-up meeting chaque semaine, stand-up pour que tout le monde ne parle pas pendant 15 plombes. Et donc on fait un tour de Donc c'est quoi? C'est ce qu'on a 15 minutes, une demi-heure, 30 minutes? C'est 5 minutes par personne, ce qu'on a réalisé, enfin un grand maximum 5 minutes par personne, ce qu'on a réalisé la semaine dernière et ce qu'on va achever cette semaine. On ne parle pas des problèmes, on est juste là pour dire ce qu'on a fait et ça permet d'avoir un niveau de connaissance partagé. Et puis ensuite, on a pas mal d'outils de communication type Slack et puis on est aussi pas mal en vidéo call. On s'est rendu compte que dans nos expériences précédentes, on faisait beaucoup de réunions. Parfois, on était dans une réunion, mais qu'on n'était pas acteur de cette réunion. On était là pour être là, parce que il y avait une espèce de système. Et donc aujourd'hui, on ne fait pas des réunions, mais on fait des sessions de travail à plusieurs, mais il y a quasiment peu de réunions. La seule réunion qu'on a, c'est ce stand-up-là. Et on ne doit pas dépasser une demi-heure. On était 6 pendant un moment, on faisait une demi-heure, et maintenant on est 10, on fait toujours une demi-heure. On est timé. C'est bien. Les difficultés de recruter, alors Annecy, c'est la ville la plus agréable selon le JDD. Voilà. Et par contre, recruter dans la tech, recruter sur des métiers un peu spécifiques, c'est compliqué. Très compliqué. Ouais. Alors c'est compliqué partout, je sais, mais à Annecy, il faut faire venir les gens à Annecy, s'ils sont pas ici. On les a même pas fait venir à Annecy. On a ouvert un pôle à Bruxelles avec 2 développeurs qui sont à Bruxelles. Mais aujourd'hui, on a clairement, en fait, on est en équipe distribuée, donc on va chercher les talents là où ils sont. Et on a un pôle à... Qu'est-ce que tu appelles une équipe distribuée? C'est-à-dire qu'on a 3 petits bureaux, Bruxelles, Annecy qui est le siège et Aix-en-Provence avec mon associé. Et en fonction des compétences dont vous avez besoin ou que vous trouvez, ils vont être attachés à tel ou tel bureau, c'est ça? C'est ça. Aujourd'hui, on fonctionne plutôt en termes de compétences. Maintenant,
on a un besoin qui est très spécifique. Si on a besoin d'un sales, il n'a pas forcément besoin géographiquement de se trouver un endroit précis. On a essayé avec une personne de bosser sur Paris. Ça n'avait rien donné finalement parce qu'elle était souvent chez elle, parce que tu es souvent au téléphone, sur Internet, etc. Pour recruter les techs, ce qui était compliqué, c'était d'arriver à trouver la bonne compétence avec la personne qui veut complètement changer d'univers, parce qu'on se retrouvait finalement avec beaucoup de personnes qui n'avaient pas travaillé en start-up. Et la start-up, c'est le risque le plus élevé, c'est on repart de zéro, il n'y a pas beaucoup de process, il y a plein de choses à mettre en place. Donc il fallait trouver la personne qui avait envie de repartir un petit peu de zéro et de tout recréer, et qui partageait nos valeurs. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a recruté les techs, c'est-à-dire que ils partagent les valeurs que Lean porte. Notre mission, c'est de changer le monde du meuble. Pour ça, on va passer par les circuits courts. On revient à des choses qui sont... même si on utilise de la techno, on favorise les circuits courts, donc c'est-à-dire acheter un produit local, à un acteur local. L'idée, c'est d'avoir évidemment des produits qui respectent l'écologie, avec, comme je le disais tout à l'heure, des produits qui viennent le bois qui vient de forêts gérées durablement. Il y a 11 milliards d'euros de bois issus de déforestation. Donc on sait par exemple qu'aujourd'hui un meuble Ikea contient ou peut contenir du bois issu de forêts préservées en Roumanie. Il y a notamment eu des enquêtes là-dessus. Et nous en fait ce qu'on veut c'est que le meuble fasse le minimum de kilomètres possible. Donc on va géolocaliser nos artisans. Et ça, en fait, il y a un niveau aussi sociétal qui est fort, c'est-à-dire qu'on revient à l'artisanat. On a des talents dans nos régions, donc c'est pour paraphraser une marque. Et donc, nos valeurs, c'est vraiment d'avoir un meuble durable qui puisse être... transgénérationnel. C'est ça, qui puisse être soit transmis, soit revendu, mais qui puisse avoir une seconde vie. Donc on croit vraiment au fait que les valeurs qu'on porte, c'est aussi la confiance et la transparence. C'est hyper important pour nous dans le cadre de travail. On a finalement très peu de choses qui sont cachées. On veut éviter au maximum les non-dits, les choses comme ça. On met vraiment un point d'orgue sur la circulation de l'information. Pour nous, c'est hyper important. Donc ça passe par la transparence, ça passe par la confiance. Comment tu retiens les talents, tu retiens les gens ? Pour retenir les gens, finalement, on leur donne de l'autonomie et on leur montre qu'on est là pour les coacher et pour les faire progresser. On a une personne qui est rentrée chez nous en stage il y a 2 ans et qui est passée par une alternance, qui s'est reconverti dans le digital. Il était dans l'audit financier. Il nous a dit je veux travailler dans le digital, j'adore ce projet, j'ai envie de... prenez-moi en stage, 6 mois, j'y connais rien, mais je vais bosser. Et donc on s'est retrouvé avec une personne qui a bossé énormément et qui finalement aujourd'hui est en CDI avec nous et qui gère des projets de growth et de sales. Donc c'est quelqu'un qui a touché à 5-6 métiers déjà chez nous. Donc ça c'est vraiment important, je crois, pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, c'est qu'ils veulent absolument pouvoir tester plusieurs choses et vraiment se conforter dans quelque chose dans lequel ils se sentent bien. Et apprendre, en fait. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent apprendre malgré ce qu'on pense. Qu'est-ce que Lean t'a appris sur toi, sur ta manière de penser, sur ta manière de voir la vie peut-être ? Tu recherchais du sens au départ ? Ouais, chercher du sens. Est-ce que tu as trouvé déjà ? Est-ce que tu as trouvé du sens dans ce projet-là ? Et qu'est-ce que ça t'a appris ? Ouais, je l'ai clairement. Enfin, c'est clairement ce qui me fait lever tous les matins. C'est ça, c'est le fait de savoir que mon action au quotidien va avoir un impact positif sur la planète, Même si on parle de l'industrie du meuble et on parle pas d'autres industries qui polluent tout autant ou parfois plus, mais on est dans cette industrie et on pense qu'on peut vraiment la changer pour que les choses soient différentes. Et ça, c'est hyper important pour moi, mais aussi pour l'équipe. C'est-à-dire qu'on partage vraiment cette vision-là. Ouais, complètement. Très bien. Est-ce que ça m'a appris ? Oui. Tu veux que je complète Oui, complètement. Quand on se lance dans un projet entrepreneurial comme une start-up, on ne s'attend pas à se prendre autant de difficultés, à gérer autant de sujets. Et ce que ça m'a appris, c'est que j'étais... je pense profondément créateur dans le travail. J'aime bien créer, j'aime bien initier des choses. Et il y a un truc que j'avais envie de faire, c'était de créer une aventure avec des gens qui partagent cette aventure et qu'on puisse vraiment avoir un impact. C'est-à-dire, pour moi, c'était important de créer, mais c'était surtout important que ça change des choses en fait. J'ai besoin que les choses changent quand je vois que ça va pas en fait. Et on est souvent spectateur, et quand on a l'opportunité d'être acteur, là on se la donne pour le coup en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a conforté dans cette idée que je suis peut-être une personne qui a besoin de créer, quoi. C'est quoi les nouveaux projets pour Lean ?
Est-ce que vous voyez vendre des meubles en ligne? Est-ce que vous voyez faire une bourse de meubles de seconde vie? J'en sais rien. Alors, un peu ce que tu évoquais tout à l'heure. Là, on a une roadmap qui est assez claire. Aujourd'hui, on sait à peu près où on va sur les fonctionnalités, etc. Notre challenge, c'est vraiment d'accélérer le cycle de vente. Donc tout à l'heure, j'en ai parlé. Pour entrer dans le détail, ça passe par tout un tas de fonctionnalités qu'on va mettre à disposition des artisans. Donc ça, c'est vraiment la partie qui va nous occuper les 6 prochains mois. Et ensuite, on a une vision qui est assez claire sur le produit et on a des opportunités. Une des opportunités, c'est d'exporter notre formulaire, notre application sur le site des artisans. On a eu beaucoup de demandes en fait qui vont dans ce sens-là. Comme un site en marque blanche un petit peu, non? Oui, c'est ça. En fait, c'est de devenir le typeform du meuble sur mesure et de l'agencement, et donc de mettre à disposition en fait de tous les artisans notre application. C'est ça l'enjeu des sites. C'est un bel enjeu. Quelle est ta pire nuit blanche, ou le moment le plus difficile que tu as vécu, ta pire nuit blanche? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, quand on est entrepreneur, on en a plusieurs. Hein, ouais, c'était clairement pendant la levée de fonds. Je ne saurais pas en citer une en particulier, mais il y a eu des attentes, des réponses en fait qui n'arrivaient pas, qui étaient annoncées pour telle date, mais qui n'arrivaient pas. Et puis, à ce moment-là, en fait, on remet beaucoup de choses en question, notamment le projet qu'on vient de créer, l'entreprise qu'on a créée. Si on n'a pas les fonds dans 3 mois, s'arrête, la société s'arrête, donc qu'est-ce qu'on fait quoi? On était là à ce moment-là. On a eu une période comme ça, ouais, effectivement. Ouais. Et donc à ce moment-là, en fait, pendant la nuit, on réfléchit à la fois à qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire avec les personnes qui sont avec nous, qu'est-ce que personnellement je vais pouvoir faire, personnellement et professionnellement, ou est-ce que si ça périclite. Et puis je m'étais mis en fait un point d'orgue à ne pas penser à un plan B. C'est-à-dire que pour moi, dès qu'il y avait ne serait-ce la petite idée du plan B qui pouvait arriver, je l'écartais directement. Pour moi, il n'y avait pas de plan B, il fallait vraiment finir cette levée de fonds. Et vraiment, l'idée, c'était de dire, effectivement, si on n'a pas la somme prévue, on peut peut-être aller sur le plan A1 ou A2. Mais l'idée, c'était, on va finir cette levée de fonds, on n'est pas loin, mais du coup, ça crée des nuits qui sont assez compliquées. J'ai dû, notamment pendant la levée de fonds, changer mon rythme de vie, c'est-à-dire moins de sorties, plus de sommeil. Je suis vraiment passé par une phase où j'ai carrément fait des polysomnographies pour vérifier l'état de mon sommeil. J'avais une dette de sommeil qui était assez forte, donc je faisais des insomnies, donc il y avait quand même une période qui était où il fallait que physiquement je me retrouve. Et puis c'est passé par une organisation, c'est passé par un changement d'alimentation. Que tu as toujours aujourd'hui? Alors oui, que j'ai toujours aujourd'hui, mais c'est vraiment une quête en fait. Je cherche à améliorer ça constamment. Je suis pas très bon pour ça à la base. Et j'avais besoin en fait d'aller. C'est quoi ton organisation de ta journée type, si tu as une journée type ou une semaine type, hein, parce qu'on n'a pas de journée type forcément. Ouais. Mais, je me laisse un temps entre 8 et 9 pour lire, pour faire de la veille, pour faire de réponses d'email. Donc, mais principalement, je fais de la veille. Ensuite, j'ai ma journée qui commence au bureau et elle est beaucoup plus organisée qu'avant. J'essaye de mettre les rendez-vous le matin et les entretiens en fin de journée, pour me laisser vraiment des plages de travail. Et puis généralement vers 10h jusqu'à minuit, je reprends, j'ai on va dire 1h30, 2h soit de veille, soit pour finaliser des sujets qui sont un peu plus stratégiques, on va dire, où j'ai besoin vraiment de me concentrer. Donc tu fais des journées 8h, minuit? Alors non, je fais des pauses entre-temps quand même. Non, je fais des pauses entre-temps. Non, mais j'adore sortir avec mes potes, j'adore regarder des séries, des films, je regarde beaucoup de films, et non, j'ai besoin de ça aussi. Non, clairement. Tu me disais aussi, alors c'est des périodes quand on a des problèmes de trésorerie comme ça entraîne à la frugalité, et moi j'aime bien ça. Voilà, c'est toujours le risque aussi des levées de fonds où on peut perdre cette frugalité, ou en tout cas cette créativité. Hein, on dit la frugalité, c'est la mère de la créativité, et c'est intéressant justement de pouvoir garder ça. Je crois que vous avez gardé ça dans vos prises de décision et dans tes réflexions, et quand on veut dépenser quelque chose, on fait attention. On n'a jamais été aussi créatif que quand on n'avait plus d'argent en fait. C'est le moment où, dos au mur, on se met à réfléchir différemment. Et c'est ça qui est hyper impactant dans le process de levée de fonds, en tout cas dans l'aventure entrepreneuriale, sans parler de levée de fonds. On peut être dans une difficulté financière, dans une PME ou dans un grand groupe, mais à ce moment-là, on prend des décisions qui sont radicales. Et nous, ce qui nous a manqué, c'est cette radicalité en fait. On était toujours dans l'entre-deux, on était toujours à prendre une décision qui
n'était jamais dans une direction claire en fait. Et on allait chercher, et puis quand on a touché, on était devenu radin forcément parce qu'on devait faire attention au moindre euro qui était là sur le compte. Et ça, c'est quelque chose qu'on a gardé effectivement, ouais. Petit côté, on garde le côté un peu radin, c'est ça. Dans le côté positif, je parle, mais on l'a clairement affiché par exemple à notre banquière qui était très contente en lui disant voilà, évidemment notre banquière était ravie, mais on a gardé aussi ça dans notre culture. Ça fait aussi partie de notre culture, c'est dire on est passé par une phase qui a été assez marquante financièrement et qui nous aujourd'hui c'est pas parce qu'on a levé des fonds que c'est la fête et qu'on va faire des dépenses inutiles. Chaque dépense est maîtrisée et notamment pour les grandes dépenses, c'est des choses qu'on décide à deux avec mon associé. Ça permet de pas prendre des décisions hâtives ou sans réflexion, quoi. Tes plus grands bonheurs, alors on parlait tout à l'heure de ta pierre blanche, mais j'aime bien aussi aller chercher le moment où on va sonner la cloche dans l'entreprise. Ça a été quoi alors? Ça a été l'accord de levée de fonds, mais je pense qu'il n'y a pas eu que ça quand même. Je pense qu'il y a des moments importants dans une traversée d'entreprise. Ouais, je crois on a eu un financement avec le réseau Initiative, qui est un peu comme le réseau Entreprendre en France et qui finance des projets entrepreneuriaux. Et puis on avait ça qui était couplé à un prêt bancaire. Et en fait, quand on a eu la réponse d'Initiative, on était passé devant un jury. Et je crois que ça a été un des moments où on était vraiment le plus... on a fêté ça vraiment, quoi. Malheureusement, on n'a pas vraiment fêté la levée de fonds avec mon associé, avec l'équipe. Mais et vraiment le dernier moment de bonheur qui me reste, c'est pas forcément un instant, mais c'est la dernière War Room qu'on a. En fait, une War Room chez nous, c'est on prend un Airbnb pendant une semaine, on s'enferme tous dedans et puis on prend un ou deux sujets et on le tape pendant une semaine, tous ensemble. Tous les pôles, on travaille tous ensemble. Étant donné qu'on est ça, vous le faites une fois dans l'année? On le fait une fois dans l'année et puis maintenant on va le faire 2 fois par an. Et c'est justement le moment de bonheur dont je vais te parler. C'est pour ça qu'on va le faire 2 fois par an. C'est qu'il y a eu une étincelle qui s'est passée pendant cette War Room. On avait loué une maison qui était assez folle parce que c'était une tuilière où ils fabriquaient des briques, une architecture impressionnante, unique, en plein milieu d'un grand champ. Donc on avait des baies vitrées qui nous permettaient de voir à l'extérieur, c'était hyper lumineux. Et on était en hiver avec cette cheminée et on bossait avec la cheminée. Et puis il n'y avait plus de bois, donc il y avait quelqu'un qui allait chercher du bois. Il y avait quelque chose à préparer à manger, l'apéro, il y avait quelqu'un qui se levait pour aller préparer. Et donc on a vécu presque comme une famille pendant une semaine. Et le dernier soir, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un jeu que j'aime bien faire avec l'équipe, c'est de poser une question et chacun répond sur un post-it. Et puis ensuite on fait le tour de table et on voit les réponses, on discute, on échange. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait ce qui s'est passé c'est qu'on avait tous ressenti ce petit truc qui s'était passé, cette osmose pendant cette semaine. On était tous hyper en phase, on était tous hyper motivés par la même chose. C'était vraiment, quand je parlais tout à l'heure de cette mission de changer l'industrie du meuble, on était tous animés par ça, avec chacun nos compétences, chacun notre niveau d'expérience qui était différent. Et on avait des personnes qui étaient là depuis 2-3 ans, et d'autres depuis 2-3 mois, et d'autres depuis 2 jours. Et donc on a tous senti une osmose, un vrai sentiment d'équipe. Et je pense que ça, c'était vraiment le climax pour l'instant du bonheur chez Lilm. En tout cas, c'est pour moi ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir créé ça. Et on était tous acteurs de cette osmose. Mais voilà, en tant que CEO, on est le chef d'orchestre. En tout cas, c'est comme ça que je vois mon rôle. Et j'étais très fier de ça. C'est des choses qu'on arrive à faire avec une équipe de 10 personnes, 12 personnes. Demain, je pense que vous allez continuer à grossir. Je te le souhaite. Si. À 25, souvent, ça change. Ça commence à changer à 25, et puis 50 et 100. Comment tu vas garder ça? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Et comment tu peux garder cet alignement, en fait, hein? Ouais. C'est une question que je me suis posée, mais la première réponse qui m'est venue, c'était de me dire que c'était pas grave si on retrouvait pas cette même étincelle. Tu vois, ça, c'est l'étincelle du début, et c'est l'étincelle que tu auras peut-être plus quand t'es 50 ou même 25, comme tu dis. Et c'est pas grave, il y en aura une autre, elle aura une autre forme. Et donc je suis pas attaché à ça. Mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que la culture d'entreprise, les valeurs qu'on porte, c'est vraiment le socle. La culture aujourd'hui chez nous, c'est encore une fois beaucoup d'autonomie, de l'entraide. S'il y a quelqu'un qui n'y arrive pas, il doit demander, il doit avoir une réponse. Parfois, les gens n'aiment pas être dérangés quand ils sont dans des tâches. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a un développeur qui a besoin d'aide, en fait, je pense que c'est normal qu'il aille demander de l'aide. Si l'autre ne veut pas répondre, il prend le temps de répondre après. Mais disons que
Quand on a besoin d'aide, on peut le demander directement et on peut recevoir une réponse rapide ou plus ou moins rapide. Mais en Et tout tu cas, penses que tu peux garder ça à 50 personnes? je pense qu'on peut garder ça à 1000 personnes. Je pense que la culture, elle peut faire beaucoup. Le recrutement est du coup hyper clé dans ce genre d'environnement. Mais j'ai un exemple d'une startup, mais j'ai perdu le nom, qui est une startup de la Silicon Valley, qui a réussi à avoir cet esprit d'entraide et qui ont ouvert plein de bureaux et qui, dans chaque bureau, qu'on soit à Tokyo, à Singapour, à Berlin ou à San Francisco, ils ont réussi à avoir ce même état d'esprit en tout cas. Et du coup, cette culture, vous la partagez comment? C'est dès l'embauche C'est même dès la page job en fait sur le site. Notre photo d'équipe, on est en train de fêter. C'était en fait effectivement la levée de fonds. On est en train de fêter la levée de fonds avec des bières à la main. Ça te montre un petit peu l'ambiance. On n'est pas avec nos ordis en train de. Donc ça passe aussi par exemple, on est allé visiter un atelier et on allait visiter une forêt, donc gérer durablement. Ça passe aussi par ce genre de team building. On n'est pas allé se faire un laser game, on est allé marcher en forêt. Si t'aimes pas marcher en forêt, c'est compliqué en fait d'être chez l'ILM. On prend pas que des randonneurs non plus, mais l'idée c'est que voilà, on a eu une personne qui avait une forêt et qui nous a expliqué en fait comment il faisait pousser les arbres et comment il les coupait. Et on était tous intéressés en fait. Tout le monde a posé des questions. Ça veut dire que sur ton recrutement, quelqu'un qui serait hyper compétent, qui rentrerait dans tout ce que tu souhaites, mais que tu sentirais pas partager ces valeurs-là, vous n'allez pas le recruter. Il y a 2 ans, je t'aurais dit oui, je le recrute. Aujourd'hui, je te dis non, clairement. C'est vraiment un point qui passe au-dessus des compétences. Pour moi, si tu peux être très, très compétent, mais si tu partages pas nos valeurs et si t'es un connard, nous on recrute des gens C'est pire. Hein. Bah ouais, c'est en fait. pire, Mais on veut pas en fait. Parce que si t'es pas bon, c'est bon, c'est fait. Si t'as pas envie de bosser, c'est fait aussi. Mais si t'es très bon, mais comme tu dis, t'es un connard ou que tu partages pas ces valeurs, c'est difficile. C'est difficile parce que la décision est difficile. Je sais pas si tu le vis comme ça, mais de dire, il va falloir s'en séparer. Ouais, c'est justement pour ça en fait, c'est qu'on a eu des gens avec qui on s'entendait très bien, mais qui n'étaient pas compétents, qui partageaient un peu nos valeurs, mais voilà, et finalement ça a été difficile de s'en séparer. Voilà, on s'est séparé de ces personnes, mais il y a eu un moment où au tout début quand on recrute et qu'on a des personnes qui nous aident, on ne sait pas trop comment agir, etc. Maintenant, aujourd'hui, on est très ferme, c'est-à-dire que moi j'ai envie de bosser avec des gens qui partagent mes valeurs, mais surtout avec qui je vais pouvoir me marrer, quoi. J'ai pas envie de me lever le matin et me dire que je vais aller bosser avec un con, surtout dans ma boîte. Donc, et je pense que c'est pareil, ça vaut pour moi, mais ça vaut aussi pour les autres personnes de l'équipe, c'est-à-dire que si tout le monde s'entend bien, c'est important. Donc, la question des valeurs. Et dans l'autre sens. Et dans l'autre sens. Il ne faudrait pas qu'un collaborateur dise ça me fait chier d'aller bosser pour l'autre con ce matin, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai, hein. Ouais. Alors, j'ai pas encore cette expérience de ça, mais effectivement, ça peut venir. J'avais pas pensé à ça. Non, j'avais pas pensé à ça. Mais c'est peut-être l'étape d'après quand on est plus 25. En tout cas, je reprends cette War Room. On a eu des conversations, on a eu des activités, on s'est vraiment marré. Et c'est vrai qu'on avait plus l'impression que c'était une colonie de geeks qui étaient là en train d'avancer sur des sujets. Et puis à un moment, il y avait une conversation qui partait, il y a quelqu'un qui va fumer une clope, et finalement, il continue la réunion là-bas. Enfin, donc on avait des personnes qui étaient tellement animées par le projet qu'on a pris un petit peu de recul avec mon associé. On s'est dit, ça c'est l'esprit d'équipe qu'on veut, et en fait même si on avait voulu le créer comme ça, on n'aurait pas su quelle était la recette, quoi. Là il y a un truc qui est en train de se passer, et je reviens là-dessus parce que c'est super important. Nous en recrutement, on veut des gens avec qui on a envie de bosser et des gens qui sont motivés, qui partagent nos valeurs. On recrute beaucoup de jeunes, donc c'est vrai que quand ils arrivent avec derrière eux 6 mois de stage, où ils sont très juniors, on a besoin qu'ils soient ultra motivés et qui partagent nos valeurs, parce qu'ils n'ont pas de compétences. Et on a eu l'expérience de gens très compétents qui finalement n'ont pas performé, quoi, parce qu'ils avaient du mal à s'intégrer. Il y a un livrable de cette semaine-là? C'est 2-3 objectifs, 2-3 projets à mettre en place, et pratiquement le plan d'action de l'année ou... Sur cette War Room, ce qui était important, c'est que tout le monde ait la même vision du produit.
Et donc on a intégré les sales et on a intégré la partie marketing sur la notion de produit. Et donc on a tous donné notre vision du produit et à la fin de la semaine, on est arrivé sur une vision commune. Et ça, c'était super important. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est que l'application qu'on avait créée ne faisait pas ressortir assez nos valeurs, par exemple. Et donc la prochaine app qui est en train de sortir va avoir cette notion de valeur. Et ça, c'est clairement un des bénéfices de la War Room. Pour terminer, tes petits outils tech, tes applis au quotidien, tu t'entoures de quoi? Alors tu dois en avoir plein, on en a tous plein sur son téléphone, mais en gros sur les 2-3 que tu utilises ou les 3-4 que tu utilises, alors tu me parlais de Slack tout à l'heure. Ouais, Slack, c'est vraiment l'utilisation quotidienne pour échanger. On est en équipe distribuée, donc on utilise aussi pas mal Meet.Google. L'interface pour être en réunion à plusieurs, partage d'écran, etc. Ça va très bien. On utilise aussi Trello pour la gestion de tâches. Donc ça, c'est intéressant parce que à la fois le marketing et puis à la fois la partie contenu. Donc on a vraiment un planning éditorial qui est géré sur Trello, etc. Donc et puis après sur la partie sales, on utilise HubSpot CRM, qui est un outil gratuit que je recommande à toutes les personnes qui ont envie de se lancer sur la partie CRM sans trop de compétences. C'est un des leaders du marché et contrairement à Salesforce, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'ensuite ils font payer la partie marketing automation, mais la partie CRM c'est vraiment gratuit. L'autre outil que j'utilise au quotidien c'est GitLab, mais ça c'est vraiment pour la partie tech, donc c'est plutôt une gestion de ticketing. Qui t'a inspiré au quotidien? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré ou est-ce que tu as des... Très bonne question. Il y a 2-3 personnalités moi qui m'inspirent, mais c'est pas forcément des. J'aime beaucoup le cinéma et il y a un réalisateur que j'adore, Xavier Dolan, qui est canadien. Et voilà, lui c'est vraiment un personnage que je trouve incroyable. Il a sorti des films d'une maturité vraiment déconcertante pour son âge. Et j'ai adoré tous ces films. Qu'est-ce que tu en tires en philosophie de vie ou pour toi ou... C'est pour moi, je le mets dans la catégorie vraiment des génies. C'est vraiment une personne qui a un génie, on ne peut pas lui enlever. Mais au-delà de ça, c'est un bosseur. Et il se remet en question en fait. Il a une créativité débordante, mais il a une vision et une approche complètement décalée des autres réalisateurs. C'est ça que j'adore en fait. Les personnes inspirantes, c'est pas forcément pour moi Steve Jobs et Bill Gates, même si. Mais voilà. Après, quand on voit ce qui se passe dans l'univers de la tech, quand il y a des gens. J'ai vu le reportage sur Netflix avec Bill Gates, qui est vraiment l'apologie de Bill Gates dans tous les sens. Je trouve ça intéressant, mais c'est pas pour moi inspirant, quoi. C'est pas, enfin voilà, c'est intéressant. J'aime bien savoir ce qui se passe autour de la tech avec les projets sur le côté. Mais voilà, pour moi, les personnes qui m'inspirent, c'est plus des créatifs, des artistes, que forcément les Bill Gates ou les Xavier Niel. C'est pour ça que tu es sur un projet créatif et tu travailles avec des artistes aussi, des artisans. Ce que j'aime bien chez les artistes, c'est qu'ils repoussent les limites qu'on n'oserait pas repousser nous, qu'on n'oserait pas. Voilà. Ils repoussent les barrières mentales qu'on peut se fixer pour déconstruire un peu les modèles qu'on s'est fait, quoi. Et j'aime bien quand il y a aussi une pointe de provoque. J'aime bien les artistes comme ça. Et voilà, si je devais citer qu'une seule personne, c'est dans l'univers du cinéma, c'est Xavier Dolan. Et puis évidemment, il y a une personne qui est hyper inspirante dans l'univers de la tech, c'est Elon Musk. C'est un personnage qui est juste incroyable. Quand on commence à avoir l'idée d'envoyer des gens sur Mars, et quand on le fait, et quand on commence à le faire, oui, c'est ça. Voilà, c'est juste hallucinant. Ce mec, il y a eu la sortie des nouveaux chiffres de Tesla. Qui montre en fait la progression incroyable du cours de l'action, et puis on voit que la valorisation dépasse toutes les prévisions. Et en fait, à chaque fois, la réponse qu'on a sur ce gars, c'est il avait raison, quoi. Il l'a fait. Et il a poussé, pour le coup, là, les limites de l'entrepreneuriat jusqu'à... Oui, parce que quand il a lancé sa première marque de voiture, on s'est dit... Bon, il lance une marque de voiture, ça marchera jamais, quoi. Il commence par lancer un roadster en Californie qui prend auprès d'une certaine cible, et puis ensuite, c'est un visionnaire sur la partie voiture électrique. C'est lui qui a lancé le marché, en fait. Et quand un homme seul arrive à faire bouger une industrie, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus inspirant, quoi. Des livres des références de livres. Alors, j'aime bien poser toujours cette question à la fin. Si tu en as une ou deux qui peuvent inspirer, et puis on mettra les références, de toute façon, sur les notes de l'épisode. Mes deux dernières lectures, c'est Who, un livre sur le recrutement, excellent.
il commence par te dire que ça va Qui est de changer. qui Alors c'est deux On consultants, trouvera sinon, mais- ouais, oui. c'est deux consultants américains qui ont développé un framework et qui te disent que le recrutement c'est un process et que en fait si tu suis ce process comme une recette, ça va fonctionner. Donc ils expliquent en introduction que ce livre va changer ta vie. Et généralement quand on me dit ça, la première réaction c'est je ferme le livre. Sauf que là j'étais en vacances et j'avais plus que ce livre et c'était franchement j'ai appliqué le process, c'est exceptionnel. En termes de performance, justement, moi, je suis pas un RH et donc je faisais beaucoup de feeling et en fait, le recrutement, c'est pas du feeling du tout en fait. Et ils ont un process avec des questions qui sont décrites dans le livre et qui sont très performantes pour détecter en fait si la personne est la bonne pour toi. Ça veut pas dire que la personne en face est nulle, mais ça veut juste dire que elle correspond pas en fait. Et l'autre lecture actuelle, c'est le fondateur de TEDx, Chris Anderson, qui a lancé un livre qui s'appelle Parler en public et qui explique en fait comment communiquer en public bien sûr, mais aussi comment mettre en place un fil rouge dans sa communication. Et c'est hyper intéressant. Il s'appuie sur pas mal d'exemples forcément de TEDx et c'est très inspirant aussi. Bon, je te remercie Anthony. Merci beaucoup. Merci. Belle vie à Lynn. Et puis on mettra toutes les références et puis allez tous sur lynn.com. .co. Ouais, lynn.co. Voilà, lynn.co, découvrez toutes les applications qui sont mises en place et puis faites des devis. Voilà, c'est très intéressant. Merci à toi. Merci beaucoup. Embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos sur nos rencontres, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site embarquement immédiat, tout attaché, -du6, podcast.com. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn.